Avec vous sur ces informations délivrées par la procureure tout à l'heure concernant les enquêteurs. Elle nous a confirmé qu'après seulement une heure et demie après les faits, 50 enquêteurs de la police judiciaire étaient déjà au travail et que le soir même, ils étaient une centaine après l'arrivée de renforts, notamment de la région parisienne. Est-ce que ce sont d'importants moyens qui ont été mis là en place ou est-ce qu'il s'agit d'une situation ordinaire ? Oui, bonjour. Non, c'est une situation extraordinaire. Enfin, on ne déplace pas autant d'habitude d'enquêteurs de la police judiciaire sur pas ce genre de fait-là, mais c'est un fait qui a tellement choqué, j'allais dire, tous les Français, qu'il y a eu effectivement des instructions pour saisir, pour faire des petites cellules, en fait, si vous voulez, où on étudie plusieurs scénarios et savoir recouper très rapidement l'itinéraire de la personne, savoir si effectivement on se dirige vers un acte terroriste, un acte d'une personne qui a perdu la tête spontanément. Et donc on a besoin de gratter, on a besoin effectivement de chercher et puis de remonter un petit peu le fil, d'aller aussi prendre contact avec les services étrangers. Voilà, donc on a besoin de plein d'aides dans ces cas-là et on a aussi besoin de la PJ parce que c'est des personnes qui sont des personnels qui sont vraiment très qualifiés pour ça, pour rechercher, pour faire des recherches et notamment pour les auditions. Et là, on voit bien que quand la personne en face de nous ne veut absolument pas parler, c'est très compliqué effectivement d'avoir des infos et de l'obliger à parler en fait. C'est un droit, le droit de se taire, de ne rien dire. C'est un droit français. Alors on imagine aussi que plus on multiplie le nombre d'équipes, aussi plus la coordination de l'ensemble est délicate. Comment on se répartit les rôles ? En fait, il y a des chefs, j'allais dire un chef d'enquête qui distribue justement tous ces rôles-là à des petites cellules. Et c'est une formation que l'on a et surtout les services de PJ. Enfin, c'est le haut du spectre qu'on appelle et c'est vraiment des services qui sont au top et qui ont l'habitude de réagir comme ça dans la rapidité. Ce sont des collègues aguerris et qui connaissent le job qu'ils ont à faire. Et après, en fait, si vous voulez, donc il y a le chef d'enquête qui lui collectionne toutes les remontées qu'il y a et il doit faire le tri avec des personnes qui l'assistent, ses assistants, pour justement essayer d'avoir les informations, de les redonner tout de suite. Il y a le procureur de la République qui est aussi en attente. Il y a toute une chaîne judiciaire qui attend. Et en fait, voilà, on est vraiment préparé à ça et on voit bien que c'est une grosse... la police judiciaire, c'est une belle boutique. Et il ne faudrait pas l'abîmer d'ailleurs avec cette réforme parce qu'il faut garder, cette excellence. On a parlé du statut très particulier de cet assaillant, le fait qu'il soit seul sur notre territoire depuis 4 mois, qu'il refuse de parler, vous l'avez souligné. Ça complexifie énormément les fils que peuvent commencer à dérouler les enquêteurs. Bien sûr, parce que effectivement, il y a pas pire en fait qu'un individu qu'on n'a pas déjà suivi, on n'a pas d'éléments, il n'y a pas de services de renseignement qui sont dessus. C'est quelqu'un qui est vraiment en dessous de la ligne de flottaison, j'allais dire, du renseignement, du spectre. Et donc c'est compliqué parce que ça peut être des loups solitaires. Voilà, on les voit pas arriver, puis ils passent à l'acte. Et on ne peut pas être derrière chaque personne pour savoir ce qu'elle va faire. Et donc, effectivement, il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de surveillance de téléphonie mobile. Il n'y a rien qui fait croire qu'une personne peut passer à l'acte. Donc c'est toute la difficulté. Alors après, je sais que cette personne-là, elle traînait un peu dans le parc. Des témoins l'ont vu. Je répète encore, n'hésitez pas quand vous voyez comme ça des gens qui ont l'air un peu louches, qui fixent des enfants. Enfin, vous voyez, il vaut mieux appeler la police et faire un signalement. On envoie une patrouille et puis après, au moins, on peut voir ce qui se passe ou pas, vous voyez. Bon, c'est pas pour culpabiliser les gens parce que c'est normal. En l'occurrence, dans cette affaire, ils ont agi, les gens, comme vous dites. Oui, mais les gens sur place, mais les gens, je veux dire, pendant 3-4 jours avant, en fait, effectivement, on voit un individu un peu louche. Les langues se délient, mais je jette pas l'opprobre sur eux parce qu'on est tous pareils, on a toujours peur d'avoir le mauvais raisonnement et la mauvaise analyse et de se dire, bon, oui, mais alors si je dénonce, entre guillemets, quelqu'un, qu'est-ce qui va m'arriver? Bon, mais ça, c'est les faits. Après, je reconnais que sur l'action, franchement, je tire mon chapeau à tous les citoyens parce que il y a eu une espèce de prise de conscience collective pour arrêter ce massacre et tout le monde s'y est mis pour essayer d'entourer cette personne, cet auteur, de l'encercler, de le dérouter un petit peu et d'éviter qu'il fasse d'autres victimes. Et je retiens aussi quand même, c'est le délai d'intervention. Il faut juste rappeler aux citoyens qu'il y a 8 millions par an d'appels, 17. Il y a 1,2 million d'interventions et la moyenne nationale d'intervention, c'est moins de 9 minutes. Donc on a quand même un service de police, une police qui est performante. Il faut garder ça à l'idée. On intervient le plus tôt possible et dès qu'on peut, effectivement, qu'on a les bonnes informations. Et